Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Je vois qu'il n'y a personne encore. On va les attendre. Si je Euh, peux avoir le lien pour partager sur. Exactement, je vais vous envoyer tout de suite le lien. C'est bon, vous l'avez envoyé. Merci, c'est bon, je l'ai reçu. Par contre, là, il y a un effet larcin que j'entends là. Ah, je vais essayer de mettre mes écouteurs alors. Ça, c'est au cas où. Est-ce que ça va? Là, on dirait que c'est bon. Ok, top. Très bien. Très bien. Donc, c'est bon, tout bon? Bon, c'était bon. Ok, parfait. Donc, je disais bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous allons une nouvelle fois mettre en lumière le parcours d'un professionnel ce soir. Nous avons l'honneur de recevoir M. Yasser El-Ouati. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande de vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à ma chaîne YouTube Coach Québec. Donc, bonsoir M. Yasser El-Ouati. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Ben, écoutez, comme un samedi soir, donc ça va, on est à la maison, tranquille. Top, top, top. Merci beaucoup. On va passer en le vif du sujet. Quel est l'intitulé de votre métier? Oula. Oh, c'est compliqué ça commence mal. C'est pas vraiment un métier, c'est plutôt un engagement. Donc, il y a actuellement, bon, ben, je suis président du CJL, donc qui est le Comité Justice et Liberté pour tous, qui est une association de défense des droits humains et des libertés publiques. Bon, les droits humains, c'est les droits avec lesquels nous naissons en tant qu'êtres humains. Les libertés publiques, c'est le contrat passé avec l'autorité politique en termes de, voilà, le minimum qu'on puisse avoir. Ça veut dire toutes les libertés qu'on entend, individuelles, d'expression, de culte, d'association, de rassemblement, etc. Et même le droit à la résistance à l'oppression, qui est comme une déclaration universelle des droits de l'homme, article numéro 2. Donc là, on est vraiment, c'est le contrat minimum. Et donc l'ONG travaille sur 3 fronts. Donc il y a la recherche et l'investigation. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver l'information. Avant de dénoncer un problème, il faut le comprendre. Il faut étudier les mécanismes, quels sont les acteurs principaux. Si on parle de discrimination, je ne sais pas moi, faite aux femmes, ou faite aux musulmans, ou faite aux noirs, ou aux roms, ou aux juifs, il faut comprendre voilà, pourquoi est-ce qu'on normalise leur discrimination, etc. Et puis ensuite, poser le problème sous la table. On est comme le médecin, en fait, qui voilà, ausculte d'abord la maladie et ensuite propose un traitement. On a ensuite l'éducation populaire qui sert en fait justement à transmettre ce savoir, former les gens, leur donner des outils de compréhension, de décryptage, qu'ils soient vraiment conscients du monde qui les entoure et des mécanismes, des décisions qui les concernent. Une loi qui passe, elle ne tombe pas du ciel, il y a des gens qui l'imaginent, il y a des gens qui la rédigent, à l'intérêt de qui, etc. Donc là, c'est que, voilà, que les gens soient conscients du monde qui les entoure et bien sûr ensuite, c'est les mobilisations, c'est le travail de solidarité face à l'injustice et face à l'oppression. Donc, on ne peut pas mobiliser des gens qui n'ont pas été proprement formés, qui n'ont pas reçu les bons outils. Et donc, nous, on rejette la posture victimaire de créer une transaction, voilà, donnez-nous l'argent et on va vous défendre. Enfin, ça a montré ses limites. On voit bien avec les organisations, c'est qu'on crée une relation de dépendance et les gens, en fait, se comportent comme des victimes. Et ça, on refuse. Par contre, bien sûr, c'est pas tout le monde qui peut être militant. Donc, on est conscient qu'il y a des limites parce que les gens travaillent, ils sont occupés, voilà, à mettre du pain sur la table, à payer les factures. Mais au moins que le minimum, la part de responsabilité minimale de chaque personne, elle soit accomplie. Ensuite, bien sûr, il y a les organisations qui, elles, prennent le relais. Et on travaille sur ces 3 fronts-là.
et avec l'actualité, bah, c'est pas le travail qui manque, quoi. Exactement. Exactement. Et quel est votre parcours académique? Oh, parcours académique, il n'y a rien de brillantissime. J'ai fait une fac d'histoire et de langue, littérature et civilisation étrangère à Créteil, donc 9-4 forever, si je peux dire. Et en fait, avant ça, j'avais fait des études pour devenir pilote, ce que je suis devenu entre-temps. Donc, en fait, j'ai fini mes études de pilote. Je termine mes études et là, 11 septembre, crise mondiale, etc. Donc, j'ai mis plusieurs années à trouver du travail. Donc, le temps que je trouve un travail de pilote, j'ai pu quand même m'inscrire à la fac, aller jusqu'en licence. Mais en même temps, voilà, pendant que j'étais dans mes études, j'étais toujours actif, c'est-à-dire toujours militant, toujours dans les associations, etc. C'est pour ça, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir. Pardon? Vous continuez à piloter ou c'est voilà. Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté, voilà, parce que mon engagement a fait que. Mais j'ai eu la chance, voilà, j'avais un rêve d'enfant. On a tenté de m'empêcher de l'atteindre. Je l'ai atteint. Donc, je suis devenu pilote, commandant de bord avant 30 ans. Je suis assez fier de mon parcours. Et donc, à un moment, on ne change pas sa nature et l'engagement, enfin voilà, on ne change pas qui on est. Ok, parfait, top, je vois. Et quelles sont aujourd'hui l'évolution, si je vois bien, c'est le monde de l'activisme. Quelle est l'évolution aujourd'hui de ce monde-là, de cette activité-là? Alors, il y a toujours eu de l'activisme. Donc, déjà, en soi, il y a toujours eu des associations de défense. Ça remonte aux révolutions des siècles passés. Donc, c'est quand même un acquis fondamental de pouvoir monter une association et de militer pour une question de justice ou d'équité. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a les soi-disant démocraties occidentales qui, pendant des décennies, des siècles, ont fait la morale au monde entier sur ce que devait être une démocratie, l'égalité, l'état de droit, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, les dictatures, qu'elles soient en Chine ou les régimes fascistes comme en Inde, par exemple, citent la France comme exemple. Et donc se disent, voilà, si la France le fait, nous, on peut le faire aussi. Et c'est ça le problème quand on a restreint, comment dire ça, la légitimité des droits de l'homme, des droits humains, pardon, et des libertés publiques, c'est qu'on a restreint ça aux pays occidentaux. Et ça veut dire que les seules démocraties étaient les pays occidentaux. Donc le jour où ces pays occidentaux prennent des virages autoritaires comme on le voit aujourd'hui, sous Macron, Hollande, Sarkozy, etc., on le voit aux États-Unis, on le voit en Grande-Bretagne, tous les pays occidentaux deviennent des États autoritaires, voire même des États policiers en ce qui concerne la France. Et parce qu'on a restreint cette légitimité-là en disant, voilà, la démocratie, c'est forcément l'Occident. Donc, si les pays occidentaux deviennent des États policiers, ça devient acceptable pour tout le monde. Et c'est là qu'est le danger. D'accord, parfait, parfait. Et on va passer sur des questions un peu plus personnelles. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce qui me fait lever le matin? La quête de justice. La quête de justice, malgré, voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait pour l'argent. Sinon, on fait autre chose. Et si on gagne de l'argent sur ce qu'on fait là en tant que militant, c'est qu'on fait partie du problème. Parce que si on gagne de l'argent, on a intérêt à ce que ça continue et à ce que ça s'empire pour devenir indispensable et incontournable. Et c'est pas l'approche que j'ai. Donc vraiment, c'est se lever le matin en se disant qu'est-ce que je peux faire pour que le monde soit meilleur. Mais pas en ces termes-là, c'est de se dire voilà, je peux pas, pour moi, je peux pas concevoir une journée sans faire quelque chose du type rédiger quelque chose, produire quelque chose qui aille dans ce sens-là. C'est tous les matins, même au travail, j'ai un travail qui n'a rien à voir. Et pendant les heures de pause, pendant la pause de midi, pendant les pauses, les 10 minutes où les gens vont fumer, moi je suis déjà en train de préparer mon travail de militant, quoi. Top, top. Merci beaucoup pour ce partage. Et comment décrirez-vous votre journée de travail à un enfant? Le travail, c'est on se réveille le matin, on se prépare le café, puis ensuite on prend les informations du jour, lire la presse, lire des rapports, lire des études, voir ce qui a été publié ici et là, la tendance de l'agenda médiatique, et sentir comment est-ce que la journée va s'annoncer, qu'est-ce que ça va être l'ordre du jour, mais en même temps, ne pas être constamment scotché sur l'information du moment. Il faut pouvoir à un moment dire, il faut regarder un peu plus loin, qu'est-ce que toutes ces informations annoncent pour
la tendance à venir. Ça veut dire pour les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, voire prochaines années, qu'est-ce que ça annonce? Et ensuite, voilà, on continue à produire. Qu'est-ce qui va aider les gens à faire face à cette injustice? Qu'est-ce qui va aider à apporter un contre-discours? Qu'est-ce qui va aider à organiser quelque chose de solide et de pérenne? J'ai une approche assez, comment dire ça, assez stricte sur le travail. Il doit être pérennisé. Les coups d'éclat, les buzz, bon, voilà, c'est bien sur le moment, mais on crée de faux espoirs. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de rester informé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire on lit, lire constamment, regarder ce qui se fait pour voilà, rester à jour. Merci beaucoup. Et quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel? Personnel, c'est mon fils. Top. C'est le plus bel accomplissement, de loin. Professionnel, comme tous les enfants, voilà, qui viennent de familles modestes, là aussi professionnel, c'est toujours important parce qu'on doit prouver quelque chose et sortir d'une certaine situation. Mais j'estime que la réussite d'une carrière ne définit pas quelqu'un, en fait. C'est que bon, je voulais devenir pilote, malgré toutes les embûches dans le système scolaire français, les conseils d'orientation, et les conseillers principaux d'éducation, etc., qui vous empêchent, etc. Voilà, je suis passé outre et j'ai réussi à le faire. Je suis devenu pilote, puis ensuite commandant de bord. J'avais même pas. Voilà, c'est une réussite pour moi. Ça aide parce quand on s'engage pas parce qu'on a quelque chose à prouver. Donc, on n'est pas dans une quête de reconnaissance, de respectabilité, parce que ça, on l'a acquis ailleurs, dans un champ qui est autre. Donc, quand on s'engage dans ce milieu qui requiert des sacrifices et surtout beaucoup de sincérité et d'humilité, si on est serein vis-à-vis de soi-même, qu'on n'a pas une blessure narcissique, on n'est pas en quête que son ego soit flatté, on peut se permettre d'être strict sur ses principes et de s'inscrire sur des démarches au temps long. Et les démarches qui requièrent d'engagement sur le long terme, elles font que, il y a des moments, il faut dire des choses qui ne sont pas populaires. Il y a des moments, il faut se mettre à dos des alliés, soi-disant, qui se rendent indispensables. Il y a des moments, il faut se mettre à dos des gens plus puissants que soi, mieux organisés. Mais bon, si on fait ça avec le calcul, qu'est-ce que je vais gagner, on va se compromettre. Mais si on fait ça en se demandant qu'est-ce qui doit être fait pour que cesse cette injustice, on y va et on ne se pose pas de questions. Et en 3 mots, comment décrirez-vous votre rôle aujourd'hui? Ça dépend vu par qui. C'est ça, est-ce que si c'est chez les personnes qui font passer des lois injustes, mon rôle, c'est celui d'embêteur, pour ne pas dire employer un autre terme. Mon rôle, c'est vraiment de déconstruire les idées, les fausses idées qu'on veut nous imposer, de participer à propager de meilleures idées. Je pense que les idées de justice sont bien meilleures que les idées d'injustice. Une société plus juste est toujours meilleure qu'une société composée par les dominations. Libérer vaut toujours mieux qu'asservir, même si on veut dire c'est pour la bonne cause. La réflexion est toujours meilleure que la croyance aveugle en des choses qu'on nous inculque sans pour autant savoir de quoi on parle. Et il y a aussi bien sûr le rôle de formateur et de donner du courage aux gens. Parce qu'à un moment, on est conscient que arrivé à un certain âge, on connaît ses points forts, on connaît ses limites. Donc, on sait à peu près ce qu'on met sur la table de ces luttes, de ces combats-là. Et là, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens cessent d'avoir peur, pour que les gens croient en un destin collectif qui soit positif? Qu'est-ce que je peux faire pour que justement les gens se libèrent et n'acceptent pas de vivre dans des situations de domination ou d'injustice? Après, la manière, oui, elle change toujours avec le temps, mais les objectifs, eux, ne changent jamais. Merci beaucoup. Et si vous pouviez échanger votre poste de travail avec quelqu'un, qui serait cette personne? Le président. Pour faire quoi? Pour dissoudre la Ve République et mettre en place un régime politique plus juste.
tout simplement. Il y a trop de gens qui souffrent. Mhm. Certes, les musulmans, souvent bien plus que d'autres, parce qu'ils sont les premiers à être exposés à ces injustices, mais ils sont exposés parce qu'ils sont moins bien organisés. Mais après les musulmans, ce sera les autres. Ça sera les juifs, ce sera les roms, ça sera n'importe quelle minorité. Et on sait que on fait porter aux musulmans la responsabilité du bouc émissaire pour que justement on rende acceptable des choses qui sont inacceptables, des lois qui permettent à l'État de faire des arrestations arbitraires, de museler la presse, de punir les dissidents, de laisser faire la corruption, que les riches continuent à ne pas payer leurs impôts, que l'environnement soit détruit, etc. Et tout cela, c'est parce qu'on a un régime politique qui ne promeut pas les gens qui sont bien intentionnés, qui soient vertueux, qui soient compétents. C'est un régime politique qui ne promeut que les menteurs et les manipulateurs. Et donc, il faut redéfinir la relation entre le pouvoir et le peuple et trouver encore et donner plus de moyens au peuple pour demander des comptes à l'État, mais en plus de pouvoir agir. Ça veut dire destituer une personne qui ne remplit pas son mandat, qui ment sur ses promesses, etc. Donc, ouais, mais bon, c'est pour ça que je ne le serai pas. Qui sait, on ne sait jamais, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ouais. Continuez la lutte. Et si vous deviez choisir un mentor, n'importe qui serait cette personne? Ah, un mentor, vous savez, moi j'ai grandi avec Malcolm X, donc ça a été mon exemple depuis un très jeune âge, et c'est lui qui m'a permis de structurer ma réflexion. J'étais toujours politisé, parce que je viens d'une famille qui était politisée. On a été exposé à l'occupation de la Palestine, au massacre perpétré envers les Palestiniens. Il y a l'héritage colonial et la mémoire collective sur ce que l'armée coloniale a pu commettre dans nos pays d'origine. Sauf que c'est toujours des idées ici et là, mais qu'on n'a pas vraiment structuré pour comprendre, voilà, il y a l'oppression, c'est un système, ne pas aimer quelqu'un pour sa couleur de peau, sa religion, c'est une idéologie, etc. Et avec Malcolm X, vraiment, ça a été, voilà, je quittais à peine l'enfance, j'avais 12 ans, et je comprenais pour la première fois que j'avais mon rôle à jouer si je voulais que ces injustices s'arrêtent. Et que je ne vais pas attendre que les adultes le fassent. Donc vraiment très tôt, c'était voilà. C'est pas lui qui m'a politisé, mais c'est lui qui a structuré ma pensée et ma vision du monde. Top. Merci beaucoup. Et si vous deviez changer quelque chose à propos de votre travail, donc de votre engagement aujourd'hui en tant qu'activiste, ce serait quoi? Oh, je ne changerais rien, c'est peut-être arrogant de ma part, mais je suis constant. Enfin, deux questions en fait me hantent du matin au soir, c'est pourquoi tu fais ça et pour qui? Et c'est des questions qui sont constamment, avant de faire quelque chose, c'est pourquoi tu fais ça et pour qui, pour rester vraiment fidèle à mon engagement. Et donc, il y a sûrement des erreurs que j'ai pu faire, ça c'est vrai, mais elles m'ont aussi permis d'apprendre. Donc, si je n'avais pas commis ces erreurs, je n'aurais pas appris. Donc, est-ce que je vais retirer ça de mon passé? C'est peut-être pas la meilleure idée parce que j'ai vécu beaucoup de choses très tôt. Ça m'a permis d'avoir une réflexion que j'estime plus aboutie que lorsque j'étais plus jeune. Mais non, je ne changerai rien. Non, je vis mon destin et j'en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu préférais dans l'engagement d'activité? Je ne vous ai pas très bien entendu parce que le son a été un peu coupé. Donc, qu'est-ce que vous préférez dans votre travail, donc dans votre engagement aujourd'hui en tant qu'activiste? Le contact humain, le sentiment partagé de solidarité, de partager une vision commune de justice avec des personnes qui viennent de tous horizons. C'est pour ça que j'ai toujours refusé que l'islamophobie soit le monopole des musulmans. C'est pas vrai, c'est pas leur monopole. C'est la lutte qui les concerne en premier, certes. Mais l'islamophobie concerne tout le monde parce qu'une fois qu'on accepte l'islamophobie, on accepte la négrophobie, l'antisémitisme, la homophobie, le racisme anti-asiatique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas cloisonner les luttes et sentir qu'on est soutenu par des personnes ou des inconnus qui vous écrivent, voilà, malgré
marathon intense médiatique là, dans lequel je me suis engagé depuis maintenant, on va dire facilement un mois. Quand des gens vous appellent d'Australie, des États-Unis, du Canada, d'Afrique du Sud, et vous encouragent et vous disent on est avec vous, on partage les mêmes idéaux et on vous soutient, que des inconnus même en France vous écrivent et vous soutiennent. Et, enfin voilà, je fais un live tous les jeudis sur Facebook et je vois bien cette sincérité des gens et c'est ça qui nous touche. C'est comme l'artiste face à son public, il y a une magie qui s'installe. Là, quand on fait cause commune, bah ouais, notre condition humaine, elle est mise à nu, on la partage. Et c'est ça le plus beau, au-delà des apparitions. C'est vraiment le contact humain est de loin la chose la plus belle de ce métier. Merci beaucoup. Et quel conseil, j'espère que dans votre parcours, que ce soit professionnel ou en tant qu'activiste, vous avez eu à gérer peut-être des nouvelles recrues. Ouais. Quel conseil vous leur donnez? Alors, j'ai beaucoup appris des erreurs des autres. Et pour moi, une nouvelle recrue, il ne faut pas oublier qu'elle vient avec des idéaux. Et que la personne qui l'accompagne dans son poste, en règle générale, il est vu comme un exemple. Et je ne crois pas au management par les directives, je crois plutôt au management par l'exemple. Et il n'y a pas pire que d'avoir un manager qui vous dit faites ce que je fais, non, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Vous voyez, et je pense que ma génération a beaucoup de responsabilités vis-à-vis des jeunes d'aujourd'hui qui entrent dans le monde du travail, dans le monde artistique, le monde sportif. J'ai même parlé des anciens de l'équipe de France, ou plutôt un ancien de l'équipe de France, avec qui je suis en très bon terme, mais lui, voilà, le foot, c'était fini, etc. Et lui, le problème, c'est que si tu dis ça, mais les gamins qui vont venir en équipe de France aujourd'hui, qu'est-ce qui va leur donner l'exemple? Parce qu'on n'oublie pas, c'est des gamins qui sont précoces, ils viennent dans le monde professionnel, ils ne sont pas mûrs à titre personnel, intellectuellement, ils n'ont pas nécessairement été accompagnés pour être armés face à la machine capitaliste qui anime le football, etc. Donc, si les anciens comme toi les laissent, qui est-ce qui va les prendre en main? Et c'est pour ça qu'on voit des jeunes qui pètent les plombs très jeunes, parce qu'avant 20 ans, ils ont quasiment tout eu, donc il n'y a plus vraiment de quête de réussite. Et je pense qu'on a une grosse responsabilité là-dedans. Donc, et aussi, il y a le fait que c'est pas parce qu'on est manager qu'on est meilleur. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui sont à des postes de responsabilité se sentent menacées quand ils ont quelqu'un dans leur chaîne de commandement qui est meilleur qu'eux sur un... Oui, c'est ça le but. C'est de recruter des personnes meilleures que soi. Bon, au CJL, j'encourage vraiment le clash des idées. J'encourage pas les conflits. J'encourage vraiment que les idées Vous savez, c'est comme l'accélérateur de particules. On prend les idées, on les fait clasher les unes aux autres et on voit ce qui en ressort. Parce qu'une fois que l'idée sort du CJL, on sait qu'elle a été travaillée. On sait qu'elle a été affûtée et qu'elle est prête à être lancée en place publique. Mais si chacun vient et puis n'est pas habitué à la contradiction, ben, en public, on sait ce qui va en être. Et en interne, ça crée des conflits parce que beaucoup trop de personnes à des postes à responsabilité sont souvent politiquement immatures, ne comprennent pas que justement, encadrer quelqu'un, ça ne veut pas dire être meilleur que lui. Techniquement parlant, vous pouvez avoir une personne qui est meilleure que vous dans votre champ de compétences, mais vous, en tant que manager, c'est vraiment de pouvoir... Vous êtes manager parce que vous savez tirer le meilleur de cette personne. Et que jamais la réussite d'un tel vous met en insécurité. Parce qu'il ne faut pas créer une rivalité entre vous et votre subordonné ou votre collègue. Le responsable du pôle d'investigation au CJL, c'est une personne qui est plus âgée que moi. Des fois, les débats, c'est 1h30 au téléphone. Mordicus, et on va y aller jusqu'au bout. Parce que je sais que quand on va arriver à la fin, bon, bah, si on est d'accord, déjà, on est d'accord, c'est fini, ça y est, c'est réglé. Et donc, il n'y a plus de, oui, peut-être qu'un conflit sous le tapis. Non, il n'y a pas de ça. Et quand ça sort du CJL, ouais, bon, on peut aller au procès, on est certain qu'on est factuel et qu'on n'a rien à craindre. On a des arguments, c'est déjà bien. Exactement. Et c'est ce qui manque malheureusement souvent aux populations dominées, c'est que dès qu'il y en a un qui réussit, il veut s'imposer ou bien sortir, et on ne crée pas les espaces d'échange où on se sent en sécurité. Et il n'y a pas cette tradition, enfin on l'a perdu, c'est
voilà, les mejlis, on peut s'asseoir et on parle des choses qui fâchent. Souvent, si on met sous le tapis, et puis ça coagule, ça continue à gonfler. Le jour où ça pète, voilà, chacun part de son côté. Et c'est pour ça que j'ai créé les espaces du CJL, voilà, le live. Voilà, bon, je pense que vous avez dû suivre. Dès qu'il y en a un qui vient, qui manque de respect, qui harcèle, il est supprimé et bannir. Je me casse même plus la tête. Je préviens, je dis, c'est un espace où on a le droit d'être en désaccord, mais on se respecte. C'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on doit se détester. J'ai mes idées. Bon, j'estime que je fais du mieux que je peux. Après, ça veut pas dire que j'ai la révélation, que j'ai la lumière en moi. Par contre, on manque vraiment d'espace pour que les gens, en fait, n'aient pas peur de poser des questions, n'aient pas peur d'exprimer leur désaccord, et surtout qu'on apprenne, voilà, à gérer nos différences, nos conflits, nos malentendus, parce que sinon d'autres personnes vont les faire. Et vous voyez bien que plus une population est dominée, plus elle est divisée. C'est pas un hasard. Pourquoi est-ce que les dirigeants et les classes dominantes, ils ont leurs salons, leurs événements, où ils sont qu'entre eux? Ils vont à la chasse ensemble, ils vont au sport ensemble, etc. Et donc, ouais, ils vont faire semblant d'être en désaccord à la télévision, mais les décisions qui sont prises, ils les prennent toujours de concert et vont toujours dans le sens de leurs intérêts. Peut-être que c'est à nous de faire pareil aussi. Exactement, exactement. Merci beaucoup pour ce rappel. Je pense que c'est très, très, très important ce que vous venez de dire. Et quelle est la dernière fois où vous avez ri aux larmes? Bon, je ris aux larmes. Non, ça fait pas longtemps. Je suis quelqu'un d'assez joyeux. Ça fait partie aussi de mon caractère, mais en règle générale, c'est les amis proches qui ont toujours une blague à sortir. Et non, non, ça va. J'estime que le rire est nécessaire. Et enfin, c'est tellement triste à l'extérieur qu'il faut vraiment créer un espace où on peut vraiment rire sans gêne avec sa femme, avoir les amis avec qui on peut rire sans gêne, sans contrôle. Et c'est comme ça que ça vient de manière spontanée. Donc moi, j'ai la chance de rire assez souvent. Et d'ailleurs, et même de moi-même. Une petite soupape pour voilà, décompresser. Ah oui, non, sinon c'est nécessaire. On peut pas. On est engagé H24. On dort avec ça. On se réveille avec ça. Donc quand ça vient, il faut l'accueillir. Et même pour la vie de couple, vraiment, je conseille vraiment voilà, les filles, lâchez-vous, et les mecs, lâchez-vous aussi, quoi. Parce que bon, je sais pas, vous vous rendez compte, vous rentrez chez vous et la personne avec qui vous passez du temps, vous pouvez pas, je sais pas, voilà, je sais pas, enfin, balancer une boutade et ne pas craindre la réaction. Donc et puis même ça renforce les liens. Voilà, non, non, vraiment, j'encourage ça et je suis pas du genre à me priver de. Non, je ris quand il le faut et je m'en prive jamais, quoi. Merci beaucoup. Et quelle est votre philosophie de vie? Ma philosophie, je sais pas si j'en ai une, j'en ai peut-être plusieurs, mais c'est plus. Comment dire? Vivre sa vie pleinement pour ne rien regretter à la fin. Et j'avais entendu une fois un rabbin dire, ou plutôt un rabbin qui parlait à un ami, et je crois qu'il faisait la synthèse entre ce que apprennent différentes religions aussi, que il disait quelque chose comme on mesure le succès ou l'échec de sa vie lorsque les regrets dépassent les espoirs. Et me concernant, je sais qu'on n'arrive pas à la fin de sa vie en se disant j'aurais dû travailler plus. On dit toujours j'aurais dû passer plus de temps avec ma famille, les gens qu'on aime. Et c'est pas pour rien que quand les gens arrivent à la fin de leur vie, c'est je veux être avec les personnes que j'aime. Donc il y a ça. Il y a aussi ne jamais avoir peur de dire une chose dans une situation qu'il requiert. Rester fidèle à aux questions de justice, d'équité, voilà, de ne jamais en fait se compromettre. Et c'est vrai, on peut perdre des amis, on peut perdre des alliés, mais les principes nous définissent, donc vaut mieux en adopter. On ne peut pas apprendre à nos enfants, c'est quelque chose que je reproche souvent à certaines voilà, familles, c'est on dit il y a des principes, mais en même temps, on éduque nos enfants de telle sorte que les principes soient compromettables. Si c'est nécessaire, bon bah faut mentir. Si c'est nécessaire, faut trahir. Oui, mais
encore une fois, une carrière ne définit pas une personne, parce qu'on peut quitter sa carrière par, par soi-même ou sur la contrainte. Mais à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'on collecte, qu'est-ce qu'on garde à la fin? Et vraiment, c'est avoir une spiritualité développée, vraiment, voilà, ne pas s'arrêter aux choses matérielles et aux choses, voilà, au jour le jour, profanes, visibles. Garder des intentions sincères et faire le bien sans jamais attendre en retour. Vraiment se dire, je le fais parce qu'il faut le faire. Parce que sinon, si on le fait dans l'espoir d'une transaction honorée, on ne fait plus rien. Les gens sont par nature ingrats, les gens sont par nature, ils oublient. Donc, ce qui fait, voilà, le bien qu'on fait, il revient toujours. J'aime bien ce que vous venez de dire tout de suite, de faire quelque chose sans rien attendre. Parce que dès qu'on va attendre, à un moment donné, on va se démotiver parce que il suffit qu'en face, il n'y a personne qui nous dise ah, bravo. Et on dit ok, il n'y a pas ce bravo-là, j'arrête tout. Exactement. Donc, il faut le faire pour soi et y aller jusqu'au bout, en fait. Et c'est ce qui fait durer, en fait. Parce que si on attend une récompense, en fait, on va dire je vais m'engager jusqu'à la récompense. Donc, on estime que la récompense est par là. Et puis, on y arrive, mais il n'y a pas de récompense. On résiste encore un peu, mais ça se trouve, il n'y a pas de récompense du tout à la fin. Comment? Là, ça va être dur. Vous voyez? Donc, c'est vraiment la croyance indélébile, non négociable, en fait, que nous venons dans ce monde pour faire du bien. Et les choses mauvaises, on les apprend, en fait. On ne vient pas au monde en étant raciste. On ne vient pas au monde en étant injuste. On vient au monde en étant sincère. On découvre le monde et ensuite, on se développe. Mais est-ce qu'on doit accepter pour autant le monde tel qu'il est? Imaginez-vous que personne n'ait résisté. On n'aurait jamais combattu l'oppression. On n'aurait jamais aboli l'esclavage. On n'aurait jamais combattu la colonisation. Il n'y aurait jamais eu de droits de l'homme. Il n'y aurait jamais rien eu, en fait. On accepte le monde tel qu'il est. Et malheureusement, je reproche beaucoup à des familles d'enseigner officiellement des principes. Ça, c'est vrai, c'est le texte, il faut apprendre, ne pas mentir, ne pas ceci, ne pas cela. Mais dans la manière dont insidieusement, on formate, on prépare nos enfants à être cyniques, à être manipulateurs, à être mus par des intérêts qui sont pas vraiment avouables. Donc, on leur dit pas, d'accord? Mais voilà, s'il faut trahir pour réussir, tant pis, il faut le faire. Ouais. J'ai un exemple comme ça. J'avais écouté un monsieur qui disait que ouais, vous apprenez à vos enfants de ne pas mentir. Et puis, dès qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte ou quelqu'un qui est au téléphone, qui vous cherche, vous dites à votre enfant, dites-lui que je suis pas là. Voilà. Et ça, l'enfant, en fait, on tend à minimiser combien les enfants vraiment comprennent ce qui les entoure. Et moi-même, j'ai des souvenirs depuis même 3-4 ans, vraiment, ça remonte à très longtemps. Voilà, je commençais déjà à comprendre c'était quoi le mensonge, c'était quoi une personne méchante, etc. Et donc là, j'invite vraiment les gens à développer une philosophie qui leur permette de faire le bien, même quand sa récompense n'est pas visible, même lorsqu'elle n'est pas, elle est à portée de main. Parce que sinon, en fait, le monde, il s'arrête. Ouais. Imaginez-vous, vous partez, les personnes qui ont traversé l'Atlantique, pas Colomb, je parle avant, compris les Africains de l'Ouest qui sont arrivés en Amérique du Sud, les Scandinaves. Vous partez, donc imaginez-vous, si je vois rien à l'horizon, je fais demi-tour. Parce qu'on ne fait plus rien, quoi. Merci beaucoup, ça, c'est une belle image. Et si vous pouviez être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, qui aimeriez-vous être? Oh non, ça peut pas. Je ne peux pas vous répondre. Quelqu'un d'autre? Non, je ne peux pas. Non, je peux être que moi-même. J'aimerais être une personne meilleure. Une personne qui peut-être aurait dû apprendre de ses erreurs plus tôt. Mais une autre personne, non, je peux être que Yasser Louati. C'est tout. C'est cool. Et quel a été l'impact du Covid sur votre travail? Alors, le Covid a été... ça a été une souffrance parce qu'on a vu le monde tourner de manière encore plus négative.
les 45 000 morts qu'on compte aujourd'hui, les populations les plus précaires qui ont été lourdement affectées, le cynisme des personnes qui nous dirigent, l'incompétence, l'incurie des dirigeants. Il y a aussi des choses intéressantes qu'on a vues, encourageantes, les élans de solidarité qu'on a vus en Seine-Saint-Denis. On a vu, par exemple, les élans de mobilisation contre les injustices, malgré le confinement, etc. Mais c'est vrai que, en même temps, j'estime que nous vivons des temps potentiellement révolutionnaires, mais révolutionnaires pour le meilleur ou le pire dépendra de nous, en fait. Simplement. Ah, c'est mon beau-frère Laurent qui fait des blagues. Bonsoir Laurent. Et quel conseil donneriez-vous à cette jeunesse? C'est une question qui me tient beaucoup à cœur. C'est le problème de l'immigration clandestine. Oui. Beaucoup de jeunes qui prennent le bateau et qui perdent leur vie. Récemment, au niveau du Sénégal, Mauritanie, il y a eu plus de, je crois, 400 et quelques morts en 24, 40, 72 heures. Quel conseil vous donnerez à ces jeunes? S'il y a un conseil à donner à ces personnes-là qui prennent tout et qui lâchent, qui sont prêts à mourir pour venir ici? Je ne peux pas être démagogue et leur dire ne partez pas de bout en blanc comme ça. De place ici à Paris. Par contre, la diaspora africaine a une responsabilité énorme vis-à-vis de l'Afrique. Et on nous jugera sans pitié. Tous autant que nous sommes, pour avoir alimenté l'économie capitaliste en Europe et ailleurs, et avoir laissé le pillage de l'Afrique continuer. Que l'Afrique aujourd'hui, au XXIe siècle, continue à perdre sa jeunesse, des gens qui ont 17, 18, 19 ans, et qui partent avec le risque de mourir, quel degré de désespoir faut-il atteindre pour qu'à 19 ans, on soit prêt à sacrifier sa vie, quitte à dormir sous les ponts à Paris? Et quand on sait comment j'aime pas les traités de clandestins, parce que la terre, elle n'appartient pas aux hommes. Les frontières, elles sont politiques, elles sont définies par les hommes. Donc, tout être humain a le droit de migrer où il veut. Les volontés politiques les en empêchent. Mais quand on voit comment ils sont traités ici en France, les violences policières, les humiliations permanentes, vivre avec la peur, vivre avec la faim, vivre avec le froid, vivre avec l'incertitude, j'ai vu personne se soucier de l'état psychologique de celles et ceux qui arrivent ici en France. Et celles et ceux qui sont au départ, moi, honnêtement, je n'ai pas les moyens de m'impliquer plus que j'aurais aimé le faire en Afrique. Parce que les diasporas africaines sont honteusement divisées. On a la question du racisme entre les Arabes et les Noirs. On a une incapacité à nous définir en tant qu'Africains. Oui, on est né en France, je suis français, parisien, banlieue sud, il n'y a pas de problème. Mais l'arbre, je suis une branche qui vient d'un arbre qui pousse en Afrique. Et vraiment, on a j'ai vraiment un regard extrêmement sévère sur nos compromissions sur cette question-là, parce que on repart au pays en vacances. Ouais, c'est bien, on revoit, on prend des photos, le mode de vie simple, etc. Mais on repart et on oublie. Et j'en veux énormément à celles et ceux qui, dans les années 80, 90, 2000, rentraient au pays pour montrer l'étendue de leur richesse physique, matérielle. Une belle voiture, des beaux vêtements, en oubliant l'effet que ça pourrait faire sur des gens qui n'ont pas de travail, pour qui déjà aller au café, c'est-à-dire une dépense qu'il faut calculer, et vous venez en été pour encore créer plus de frustration. On n'en a pas assez parlé et c'est honteux. C'est immoral. Et venir dire à Babacar au Mali ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ne pars pas, au nom de qui et de quoi est-ce que je vais lui dire? Parce que lui, il va me dire, ouais, t'es bien gentil, pars pas. Et je fais quoi entre-temps? Nos silences aussi, je sais que je vais prendre un peu plus de temps pour répondre et j'aimerais parce que ils partent pas parce que l'Afrique est pillée.
on le sait. Mais qui sont les sous-traitants du pillage de l'Afrique? Les gouvernements en place. Combien d'entre nous se sont levés contre les États en place? Très, très peu. On a vu, par exemple, et sur mes comptes Facebook, c'est le clash récurrent quand je parle, en fait, de ce qui se passe dans les pays d'origine, parce que beaucoup pensent que être fier de ses origines, être solidaire de son pays, c'est être solidaire du régime en place. Mais absolument pas. Les régimes corrompus, et je veux le dire, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, même si la Tunisie tente, après la Révolution, à mettre en place, il n'en reste pas mal qu'il y a beaucoup de corruption là-bas, les régimes corrompus du Mali, de Mauritanie, du Sénégal, etc. Combien d'entre nous ont osé prendre la parole pour dire, voilà, la solidarité envers le pays d'origine, c'est une solidarité directe avec la population qui vit sous le joug de régimes qui n'ont pas l'intérêt de la population en tête et qui ne sont, comme François Fanon le disait, les sous-traitants de l'oppression sur place et qui maintiennent l'Afrique. Comment se fait-il que 60 ans après les indépendances, on n'a pas encore vu de tigres africains qui émergent, des économies qui se lancent, et les seules économies qu'on porte au nu en Afrique sont minées parce qu'elles elles dépendent de régimes très corrompus, et parce que ces régimes corrompus permettent l'exploitation des richesses, mais il n'y a pas de retombées, il n'y a pas de dividendes pour les populations. Et vraiment, là, je parle aussi bien aux Arabes qu'aux Wolofs, qu'aux Souniké, qu'aux Chaouis, à tout le monde, mais où est-ce que vous allez être enterrés pour la plupart? Donc en fait, vous allez renvoyer à l'Afrique un corps mort. C'est tout ce que vous allez le renvoyer. Et de tout ce qui a été accompli en une vie, il n'y a rien qui va retomber pour l'Afrique. Et je ne parle pas seulement, je parle vraiment de... On est là, on fait des programmes d'échanges internationaux vers le Brésil, les États-Unis, et chacun est fier de l'avoir fait. Et moi, le premier, mes études, je les ai faites aux États-Unis. Et après, d'où on vient, on fait comment? Vous pensez que lorsque des Blancs vivent sur place, ils sont là pour faire fructifier l'économie? Ils n'y vont pas en tant que migrants, on les appelle les expatriés. Ils ont des salaires qui sont 3, 5, 6 fois plus, multipliés par 6 par rapport au salaire local. Mais sauf que eux, leur argent, il repart en France. Et donc, il y a vraiment une conscience africaine à développer. Et souvent, quand certains tentent de le faire, c'est assez caricatural. C'est soit une et en fait, on développe une identité africaine ethnocentrée. L'Afrique a toujours été pluriculturelle, pluriethnique, plurireligieuse, tout ce que vous voulez. Mais à un moment, on sait qu'on a un passé commun qui est le passé de l'esclavage et de la colonisation. Et on sait qu'aujourd'hui, on vit dans un pays régi par une économie qui ne prospère que parce que l'Afrique continue à fournir les matières premières. Chirac même l'a dit il y a quelques années, dans la poche de chaque Français, il y a l'argent des Africains. Et vraiment, encore une fois, à cette jeunesse qui part d'Afrique, c'est quelque part notre testament. Ça, c'est notre défaite à tous, de dire, voilà, même des gamins qui sont même pas à la vingtaine partent, qu'est-ce que vous, Africains, vous avez pu faire pour les en empêcher? Exactement. Merci beaucoup pour ce message et je suis parfaitement en accord avec ce qui vient d'être dit. Et ouais, c'est juste... on passera aux questions un peu plus tard. Là, c'est vraiment votre moment, votre quartier libre. Si vous avez quelque chose à nous partager, c'est votre moment. Oh, bah, je partage tellement régulièrement mes idées que... Avec grand plaisir. Non, écoutez, en tout cas, j'encourage l'émission. C'est fait qu'on a des émissions politisées, c'est pas ce qui manque. Voilà, le politique, il est constamment sur la place publique et il n'a pas besoin de plus de plateformes. Mais j'espère que ça sera une émission, voilà, où les gens pourront défiler, venir partager. Ça créera un écosystème où chacun peut se retrouver, partager des idées, avoir une discussion, voilà, franche. Qui n'est pas balisé, parce qu'on ne se parle pas assez du monde où on vit de manière assez détendue. Vous voyez, c'est toujours le politique, les revendications, pour, contre, etc. Mais c'est vraiment une très bonne initiative.
Merci beaucoup. Merci. Vraiment de la pérenniser. Voilà, vraiment, c'est un conseil à donner, c'est la constance. Dieu sait qu'il y a énormément d'émissions qui se créent, voilà, maintenant avec les plateformes qui facilitent le travail. C'est plus comme avant, il fallait un savoir-faire et des ingénieurs. Là, maintenant, ça y est, on peut faire ça sur un clic. Mais vraiment, je vous encourage à la constance et de toujours, si vous pouvez créer voilà, cet espace-là et le pérenniser, vraiment, ça sera, vous ferez œuvre de salut public. Merci beaucoup. C'est très gentil, vraiment, c'est très, très, très gentil de votre part. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté aussi cette invitation, cette spontanéité, cette humilité. Et voilà, moi, je suis un grand fan. Hein. Merci. Je suis préparé aujourd'hui spécialement pour vous et tout. Il fallait me le dire, je rapportais le mien sinon. C'est une surprise. C'est vraiment, je suis Merci à vous. Merci beaucoup. On va essayer de répondre à deux questions qui ont été posées par il y a qui dit que pensez-vous du travail de Kémy Séba sur le continent africain? Il est excellent, sauf quand il devient clivant entre Africains. D'accord. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de monde qui a fait ce travail-là sur le panafricanisme. Mais le panafricanisme, c'est pas seulement certains Noirs ou que les Noirs. Et l'Afrique a besoin de tout le monde. Peut-être aussi, comment dire, les accointances avec l'extrême droite qu'on peut pas négocier. Ce ne sont même pas des alliés de circonstance. On peut même pas. Oui, on peut avoir des alliés. Il n'y a pas d'ennemis permanents, il n'y a pas d'alliés permanents. Mais là, quand quelqu'un qui vient du même continent que moi fricote avec l'extrême droite, c'est dommage. Okay. C'est dommage. Par contre, on ne va pas lui enlever son courage, le fait qu'il ait été expulsé, le fait qu'il ait pris la parole sur ces questions-là. Ça, il faut lui donner. Et je refuse de diaboliser quelqu'un parce que la presse mainstream l'a diabolisé. Ça, je ne le ferai pas. Mais après, alors, ses positions sur Black Lives Matter France, je ne les connais pas. Je ne peux pas répondre. Désolé, Félicien. D'accord, parfait. S'il y a d'autres questions, c'est maintenant. Sinon, vraiment, vous aviez je disais, votre quartier libre, c'est votre temps. Le mot de la fin vous revient. En tout cas, moi, je tenais juste à vous remercier d'être venu là et je le répète encore. Merci de la spontanéité, de l'humilité et puis le courage que vous envoyez aux jeunes. Et j'espère que ne serait-ce qu'une personne qui peut être touchée par ce message-là, je pense, et qui se réveille, qui prenne conscience, serait déjà pas mal. Exactement. Si au moins une personne, voilà, si ça pouvait être utile pour une personne, top. Tant mieux. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde et je vous donne rendez-vous dans 1 heure avec notre deuxième invité pour ce soir. Et puis, en attendant, on est toujours autour d'un thé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.